Lecture de La promesse de l'aube, chapitre 11. J'avais déjà près de 9 ans lorsque je tombai amoureux pour la première fois. Je fus tout entier aspiré par une passion violente, totale, qui m'empoisonna complètement l'existence et faillit même me coûter la vie. Elle avait 8 ans et elle s'appelait Valentine. Je pourrais la décrire longuement et à perte de souffle, et si j'avais une voix, je ne cesserais de chanter sa beauté et sa douceur. C'était une brune aux yeux clairs, admirablement faite, vêtue d'une robe blanche, et elle tenait une balle à la main. Je l'ai vue apparaître devant moi, dans le dépôt de bois, à l'endroit où commençaient les orties, qui couvraient le sol jusqu'au mur du verger voisin. Je ne puis décrire l'émoi qui s'empara de moi. Tout ce que je sais, c'est que mes jambes devinrent molles, et que mon cœur se mit à sauter avec une telle violence que ma vue se troubla. Absolument résolu à la séduire immédiatement et pour toujours, de façon qu'il n'y eût plus jamais de place pour un autre homme dans sa vie, je fis comme ma mère me l'avait dit, et, m'appuyant négligemment contre les bûches, je levai les yeux vers la lumière pour la subjuguer. Mais Valentine n'était pas femme à se laisser impressionner. Je restai là, les yeux levés vers le soleil, jusqu'à ce que mon visage ruisselât de larmes. Mais la cruelle, pendant tout ce temps-là, continua à jouer avec sa balle, sans paraître le moins du monde intéressée. Les yeux me sortaient de la tête, tout devenait feu et flamme autour de moi. Mais Valentine ne m'accordait même pas un regard. Complètement décontenancé par cette indifférence, alors que tant de belles dames dans le salon de ma mère s'étaient dûment extasiées devant mes yeux bleus, à demi aveugle et ayant ainsi, du premier coup, épuisé, pour ainsi dire, mes munitions, j'essuyai mes larmes et, capitulant sans condition, je lui tendis les 3 pommes vertes que je venais de voler dans le verger. Elle les accepta et m'annonça, comme en passant, « Jeannec a mangé pour moi toute sa collection de timbres-poste. » C'est ainsi que mon martyre commença. Au cours des jours qui suivirent, je mangeai pour Valentine plusieurs poignées de vers de terre, un grand nombre de papillons, 1 kilo de cerises avec les noyaux, une souris, et, pour finir, je peux dire qu'à 9 ans, c'est-à-dire bien plus jeune que Casanova, je pris place parmi les plus grands amants de tous les temps, en accomplissant une prouesse amoureuse que personne à ma connaissance n'est jamais venu égaler. Je mangeai, pour ma bien-aimée, un soulier en caoutchouc. Ici, je dois ouvrir une parenthèse. Je sais bien que lorsqu'il s'agit de leurs exploits amoureux, les hommes ne sont que trop portés à la vantardise. À les entendre, leurs prouesses viriles ne connaissent pas de limites et ils ne vous font grâce d'aucun détail. Je ne demande donc à personne de me croire lorsque j'affirme que, pour ma bien-aimée, je consommai encore un éventail japonais, 10 mètres de fil de coton, 1 kilo de noyaux de cerise. Valentine me mâchait pour ainsi dire la besogne en mangeant la chair et en me tendant les noyaux, et 3 poissons rouges que nous étions allés pêcher dans l'aquarium de son professeur de musique. Dieu sait ce que les femmes m'ont fait avaler dans ma vie, mais je n'ai jamais connu une nature aussi insatiable. C'était une Messaline doublée d'une Théodora de Byzance. Après cette expérience, on peut dire que je connaissais tout de l'amour. Mon éducation était faite. Je n'ai fait depuis que continuer sur ma lancée. Mon adorable Messaline n'avait que 8 ans, mais son exigence physique dépassait tout ce qu'il me fut donné de connaître au cours de mon existence. Elle courait devant moi dans la cour, me désignait du doigt tantôt un tas de feuilles, tantôt du sable ou un vieux bouchon, et je m'exécutais sans murmurer. Encore bougrement heureux d'avoir pu être utile. À un moment, elle s'était mise à cueillir un bouquet de marguerites, que je voyais grandir dans sa main avec appréhension. Mais je mangeais les marguerites aussi, sous son œil attentif. Elle savait déjà que les hommes essaient toujours de tricher dans ces jeux-là, et je cherchais en vain une lueur d'admiration. Sans aucune marque d'estime ou de gratitude, elle repartit en sautillant pour revenir au bout d'un moment avec quelques escargots qu'elle me tendit dans le creux de sa main. Je mangeai humblement les escargots,
coquille et tout. À cette époque, on n'apprenait encore rien aux enfants sur le mystère des sexes et j'étais convaincu que c'était ainsi qu'on faisait l'amour. J'avais probablement raison. Le plus triste était que je n'arrivais pas à l'impressionner. J'avais à peine fini les escargots qu'elle m'annonçait négligemment. Jeannec a mangé 10 araignées pour moi, et il s'est arrêté seulement parce que sa maman nous a appelés pour le thé. Je frémis. Pendant que j'avais le dos tourné, elle me trompait avec mon meilleur ami. Mais j'avalais cela aussi. Je commençais à avoir l'habitude. Je peux t'embrasser? Oui, mais ne mouille pas la joue, je n'aime pas ça. Je l'embrassai, en essayant de ne pas mouiller la joue. Nous étions agenouillés derrière les orties, et je l'embrassai, encore et encore. Elle faisait tourner distraitement le cerceau autour de son doigt. L'histoire de ma vie. Ça fait combien de fois? 87. Est-ce que je peux aller jusqu'à 1000? C'est combien 1000? Je ne sais pas. Est-ce que je peux t'embrasser sur l'épaule aussi? Oui. Je l'embrassai sur l'épaule aussi. Mais ce n'était pas ça. Je sentais bien qu'il devait y avoir encore autre chose qui m'échappait, quelque chose d'essentiel. Mon cœur battait très fort, et je l'embrassai sur le nez, et sur les cheveux, et dans le cou, et quelque chose me manquait de plus en plus. Je sentais que ce n'était pas assez, qu'il fallait aller plus loin, beaucoup plus loin, et finalement, éperdu d'amour et au comble de la frénésie érotique, je m'assis dans l'herbe, et j'enlevai un de mes souliers en caoutchouc. Je vais le manger pour toi, si tu veux. Si elle le voulait, mais bien sûr qu'elle le voulait, voyons. C'était une vraie petite femme. Elle posa son cerceau par terre et s'assit sur ses talons. Je crus voir dans ses yeux une lueur d'estime. Je n'en demandai pas plus. Je pris mon canif et entamai le caoutchouc. Elle me regardait faire. Tu vas le manger cru? Oui. J'avalai un morceau, puis un autre. Sous son regard enfin admiratif, je me sentais vraiment devenir un homme. Et j'avais raison. Je venais de faire mon apprentissage. J'entamai le caoutchouc encore plus profondément, soufflant un peu entre les bouchées, et je continuai un bon moment, jusqu'à ce qu'une sueur froide me montât au front. Je continuai même un peu au-delà, serrant les dents, luttant contre la nausée, ramassant toutes mes forces pour demeurer sur le terrain, comme il me fallut faire tant de fois depuis dans mon métier d'homme. Je fus très malade. On me transporta à l'hôpital. Ma mère sanglotait, Agnella hurlait, les filles de l'atelier geignaient, pendant qu'on me menait sur un brancard dans l'ambulance. J'étais très fier de moi. Mon amour d'enfant m'inspira 20 ans plus tard mon premier roman, Éducation européenne, et aussi certains passages du Grand Vestiaire. Pendant longtemps, à travers mes pérégrinations, j'ai transporté avec moi un soulier d'enfant en caoutchouc, entamé au couteau. J'avais 25 ans, puis 30, puis 40, mais le soulier était toujours là, à portée de main. J'étais toujours prêt à m'y attabler, à donner une fois de plus le meilleur de moi-même. Ça ne s'est pas trouvé. Finalement, j'ai abandonné le soulier quelque part derrière moi. On ne vit pas deux fois. Ma liaison avec Valentine dura près d'1 an. Elle me transforma complètement. Je dus lutter constamment contre mes rivaux, affirmer et illustrer ma supériorité, marcher sur les mains, voler dans les boutiques, me battre, me défendre sur tous les terrains. Mon plus grand tourment était un certain garçon dont le nom m'échappe, mais qui savait jongler avec 5 pommes. Et il y avait des moments où, assis sur une pierre, la tête basse, après des heures d'essais infructueux, les pommes répandues autour de moi, je sentais que la vie ne valait vraiment pas la peine d'être vécue. Néanmoins, je faisais face, et encore aujourd'hui, je sais jongler avec 3 pommes, et souvent, sur ma colline de Big Sur, face à l'océan et l'infini du ciel, je mets un pied en avant, et j'accomplis cet exploit pour montrer que je suis quelqu'un. En hiver, alors que nous nous jetions en traîneau du haut des collines, je me disloquai l'épaule en sautant d'une hauteur de 5 mètres dans la neige, sous le regard de Valentine, simplement parce que j'étais incapable de descendre la pente, debout sur mon traîneau, comme le faisait ce voyou de Yann. Ce Yann, comme je le détestais, et comme je le déteste encore. Je n'ai jamais su exactement ce qu'il y avait entre lui et Valentine, et même aujourd'hui je préfère ne pas y penser, mais il avait presque un an de plus que moi, allant sur ses 10 ans. Il avait une plus grande habitude des femmes, et tout ce que je savais faire, il le faisait mieux que moi. Il avait la mine patibulaire d'un chat de gouttière,
était d'une agilité incroyable et pouvait mettre au but à 5 mètres en crachant. Il savait siffler d'une manière particulièrement impressionnante, en mettant 2 doigts dans sa bouche. Un tour que je ne suis pas parvenu à apprendre jusqu'à ce jour, et que je n'ai vu accomplir depuis avec la même force stridente que par mon ami, l'ambassadeur Jamie de Castro et la comtesse Nelly de Voguier. Je dois à Valentine d'avoir compris que l'amour de ma mère et la tendresse dont j'étais entouré à la maison n'avaient aucun rapport avec ce qui m'attendait dehors, et aussi que rien n'était jamais définitivement acquis, gagné, assuré et conservé. Yann, avec un sens inné de l'injure, m'avait surnommé le Petit Bleu, et pour me débarrasser de ce surnom, que je jugeais très blessant, bien que je n'eusse guère pu dire pourquoi, je dus multiplier les preuves de courage et de virilité, et je devins très rapidement la terreur des commerçants du quartier. Je peux dire sans me vanter que j'ai cassé plus de vitres, volé plus de boîtes de dattes et de calvas et tiré plus de sonnettes que n'importe quel autre garçon de la cour. J'appris aussi à risquer ma vie, avec une facilité qui me fut bien utile plus tard, pendant la guerre, lorsque ce genre de choses fut officiellement admis et encouragé. Je me souviens notamment d'un certain jeu de la mort que Yann et moi pratiquions sur la margelle d'une fenêtre, au 4e étage de l'immeuble, sous le regard de nos camarades éblouis. Peu nous importait que Valentine ne fût pas là. C'était d'elle qu'il s'agissait, dans ce duel, et aucun de nous ne se trompait là-dessus. Le jeu était très simple, et je crois vraiment que comparé à lui, la fameuse roulette russe n'est que gentil passe-temps de collégien. Nous montions au dernier étage de l'immeuble, dans la cage de l'escalier, nous ouvrions la fenêtre qui donnait sur la cour, et nous nous asseyions aussi près que possible du vide, les jambes dehors. La fenêtre se prolongeait vers l'extérieur par un rebord de zinc, et il ne devait pas y avoir plus de 20 centimètres de largeur. Le jeu consistait à pousser le partenaire dans le dos d'un coup brusque, mais calculé de telle façon que le sujet glissa de la fenêtre sur le parapet et se trouva assis sur l'étroite margelle extérieure, les jambes dans le vide. Nous jouâmes à ce jeu mortel un nombre incroyable de fois. Dès que dans la cour un débat quelconque nous opposait, ou même sans raison apparente, dans un paroxysme d'hostilité, sans un mot, après nous être défiés du regard, nous montions au 4e étage de l'immeuble pour jouer le jeu. Le caractère étrangement désespéré, et en même temps loyal de ce duel, venait évidemment du fait que vous vous mettiez entièrement à la merci de votre plus grand ennemi, puisqu'une poussée tant soit peu mal calculée, ou mal intentionnée, condamnait le partenaire à une mort certaine, 4 étages plus bas. Je me souviens encore très bien de mes jambes suspendues dans le vide, de la margelle métallique, et des mains de mon rival posées sur mon dos, prêtes à pousser. Yann est aujourd'hui un personnage important du Parti communiste polonais. Je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années à Paris, dans les salons de l'ambassade de Pologne, au cours d'une réception officielle. Je l'ai reconnu tout de suite. C'était étonnant comme ce gamin avait peu changé. À 35 ans, il avait le même air hâve, la même maigreur, la même démarche féline, et les yeux minces, durs et narquois. Étant donné que nous étions là, l'un et l'autre, ès-qualité, représentant nos pays respectifs, nous fûmes courtois et polis. Le nom de Valentine ne fut pas prononcé. Nous bûmes de la vodka. On évoqua ses luttes dans la résistance, et je lui dis quelques mots de mes combats dans l'aviation. Nous bûmes encore un verre. J'ai été torturé par la Gestapo, me dit-il. J'ai été blessé 3 fois, lui dis-je. Nous nous regardâmes, puis d'un commun accord, nous posâmes nos verres et nous dirigeâmes vers l'escalier. Nous montâmes au 2e étage, et Yann m'ouvrit la fenêtre. Après tout, on était à l'ambassade polonaise, et j'étais l'invité. J'avais déjà enjambé la fenêtre lorsque l'ambassadrice, une dame charmante et digne des plus beaux poèmes d'amour de son pays, sortit brusquement d'un des salons. Je retirai rapidement ma jambe et m'inclinai avec un sourire aimable. Elle nous prit chacun par le bras et nous accompagna au buffet. Il m'arrive de penser avec une certaine curiosité à ce que la presse mondiale aurait dit si l'on avait trouvé, sur un trottoir, en pleine guerre froide, un haut fonctionnaire polonais et un diplomate français précipités d'une fenêtre
de l'ambassade de Pologne à Paris.